Nous avons en fait deux possibilités. La première, c'est d'être simplement un être humain comme peut l'être un animal qui vient au monde, qui vit et qui meurt. Mais nous avons aussi la possibilité d'être autre chose. Et cette autre chose, il n'y a que l'être humain qui soit capable de le devenir et personne d'autre. Cet être humain que nous sommes, nous pouvons devenir des collaborateurs des forces d'en haut. Et je sais que Enea aime beaucoup cette idée. C'est d'ailleurs elle, la première fois, je me souviens, qui avait parlé de cette idée, elle avait eu des larmes qui montaient aux yeux lorsqu'elle en a parlé. L'être humain peut être réellement un collaborateur de ces forces d'en haut. Et c'est le choix que nous avons aujourd'hui. C'est le choix que tous les êtres humains ont. Et que malheureusement, très peu d'êtres humains décident. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici ensemble maintenant. C'est parce que nous avons décidé d'être des êtres humains collaborateurs des forces d'en haut. Et pour ça, nous avons compris qu'il fallait qu'il se passe quelque chose dans notre vie et que nous prenions des décisions. Et cette décision, c'est celle de nous éveiller, ce qui est l'aboutissement d'un être humain qui est en chemin, et d'éveiller en nous ce qu'il y a de plus grand et de plus beau, afin de retrouver le contact avec ce divin, avec ce Dieu qui est là, présent à travers notre essence. Cette partie la plus grande, la plus belle et la plus grande, oui, que nous possédions. Pour y arriver à éveiller en nous ce qu'il y a de plus grand et pour que cette essence qui est la nôtre puisse être très en contact avec nous, avec cette personnalité que nous sommes, pour que nous puissions la laisser éclater, grandir, se développer, eh bien, il va falloir faire un certain type de travail sur nous. Et ce que nous allons voir aujourd'hui, et qui est peut-être une des premières étapes et un élément de compréhension vraiment indispensable, c'est qu'il va falloir que nous redécidions du sens que nous voulons donner à notre vie. Le sens que nous pouvons donner à notre vie, il faut bien dire que c'est une question que très peu de personnes se posent. Moi, j'ai été très surprise au début lorsque je faisais des formations dans les centres hospitaliers, par exemple, lorsque je demandais aux personnes quel est le sens de votre vie. Je m'attendais à ce que les infirmières ou les aides-soignantes me disent « Ah ben, le sens de ma vie, c'est de me mettre au service des malades. C'est pour ça que j'ai décidé de ce métier. » Eh bien, pratiquement jamais personne ne me faisait cette réponse. Et quand je posais la question du sens de leur vie, les personnes ne savaient pas du tout quoi me répondre. Elles me disaient « Mais je me suis jamais posé cette question. » Et ça a toujours été une source de grand étonnement pour moi. Et on va voir en fait qu'il y a un certain nombre de sens que nous pouvons donner à notre vie. Et je vais vous inviter à y réfléchir en même temps que je vais vous en parler ou vous en reparler. Parce que vous en avez déjà entendu parler, bien sûr, vous avez peut-être lu ça dans les livres. Moi aussi, je les connais aussi. Mais il est bon de temps en temps de s'en rappeler. Pourquoi ? Eh bien, pourquoi ? C'est parce que quelquefois, nous mélangeons le fait d'avoir une idée de ce que nous voudrions faire de notre vie et puis ce que nous faisons réellement de notre vie. Parce que le sens que nous voulons donner à notre vie, normalement, il s'incarne dans des faits. Ce n'est pas un fantasme, c'est une réalité dans ma vie. Par exemple, je peux rêver d'être quelqu'un d'extrêmement évolué, mais dans ma vie, concrètement, qu'est-ce que je fais pour prouver que je suis quelqu'un de réellement évolué ? En fait, si je regarde bien ma vie, pas grand-chose.
Donc là, mon invitation, c'est d'écouter un peu ces différents sens, de les passer en revue ensemble, et puis de voir concrètement quel temps ça occupe dans ma vie, quelle énergie ça me demande dans ma vie, de manière à me situer sur ce chemin d'évolution dans lequel apparemment chacun d'entre vous s'est engagé, intérieurement en tout cas. Alors nous allons commencer ensemble. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord avec ce petit voyage? Oui? Ok. Tout de suite, quelque chose de très important quand je vais vous décrire les sens de la vie, il ne s'agit pas de dire qu'il y a des sens de la vie qui sont meilleurs que d'autres ou qui ont plus de valeur qu'un autre. Chacun a un rôle, a sa place dans notre vie. Tout dépend de ce qui nous anime lorsque nous vivons ou que nous incarnons ce sens dans notre vie. Donc, on ne va pas en parler en termes de valeur, parce qu'on serait complètement à côté de la plaque et on ne comprendrait pas l'état d'esprit de l'enseignement et l'état d'esprit que Idriss Lord a essayé de nous donner à travers ce cours. Donc, prenons le premier sens qui est en fait pas de sens. Il y a des personnes, effectivement, pour qui la vie n'a aucun sens. Alors, qui sont ces personnes? Ça peut être nous, d'ailleurs, lorsque nous vivons une épreuve dans notre vie, lorsque nous sommes en dépression. C'est aussi le propre des personnes qui font des burn-out. Lorsqu'on fait un burn-out, plus rien n'a de sens. Ni mon travail, ni mes relations, ni même ma vie personnelle et privée. Plus rien n'a de sens. Je n'ai plus envie de rien. Et parfois, ça va tellement loin que ce pas de sens peut même conduire des personnes directement au suicide. Alors, c'est vraiment la situation la pire qu'un être humain puisse vivre. C'est celle de n'avoir aucun sens à sa vie. On imagine peu quelqu'un vivre une vie entière dans cette situation. Certainement que ça peut exister, mais on espère quand même que de temps en temps, il y a des choses qui l'intéressent. En tout cas, suffisamment pour qu'il reste quand même en vie. Mais c'est vraiment la situation la pire. Alors, j'ai un exemple de quelqu'un qui n'a plus de sens à sa vie. C'est quelqu'un de très proche de moi qui a perdu sa femme brutalement après 40 ans de vie commune. Et quand elle est morte, il m'a dit, je n'ai plus aucun sens à ma vie ne sert plus à rien. Alors il est allé en Suisse et en Belgique et il a cherché des associations qui l'aideraient à mettre fin à sa vie. Ça existe, hein. Et il a trouvé effectivement 2 associations qui acceptaient de l'aider à mettre fin à sa vie. Heureusement, il a une activité professionnelle qui le retient à un fil, mais il garde en réserve cette option. Et donc là, on est face à quelqu'un à qui il ne faut pas du tout parler d'un développement personnel ou spirituel parce que pour lui, ça n'a absolument aucun sens. Ensuite, il y a les autres sens de la vie qu'on peut avoir et qui sont dans une catégorie qu'on va appeler la valorisation de notre ego. Ce qui compte dans ces sens-là, c'est moi. Moi et encore moi. Rien que moi. Donc, je vous ai bien dit tout à l'heure qu'on ne dit que ces sens-là ne sont pas des sens négatifs. Ils font partie d'ailleurs d'une évolution normale de l'être humain, de l'enfance jusqu'à la maturité. C'est un passage obligé. Et c'est aussi quelque chose de normal dans la vie de tout un chacun. Le premier sens, tout de suite après pas de sens, hein, on va appeler ça le deuxième du coup, c'est la recherche du bien-être, du confort et de la santé. Donc vous voyez qu'en soi, c'est pas un sens négatif, hein,
Il est normal de chercher à être en bonne santé, de chercher plutôt à vivre confortablement et à être plutôt bien dans sa vie, dans son corps. C'est normal. Mais certaines personnes, et peut-être même à certains moments de votre vie, vous en avez fait partie, ont mis ce sens de leur vie-là en priorité. C'est même la seule chose qui compte. Alors c'est vrai que nous sommes bien aidés par les médias, par la publicité, par la vie telle qu'elle est aujourd'hui, qui tente de nous montrer que avoir est beaucoup mieux que être. Être d'ailleurs, c'est pas quelque chose dont on nous parle beaucoup. Il semblerait que notre bonheur soit lié au fait de posséder beaucoup. Une belle voiture, une maison confortable, des bons fauteuils confortables, des appareils qui fonctionnent bien, les derniers cris, de mieux en mieux, de plus en plus. Certaines personnes dépensent tout leur argent pour leur confort, dépensent tout leur argent pour leur bien-être, pour leur santé. Et c'est valable aussi pour les vacances, pour les congés, pour les week-ends. Et peut-être en me regardant de près, si je regarde ce que je fais de mon argent et ce que je fais de ma vie, peut-être que ce sens-là a une énorme importance dans mon existence et que ça passe avant tout. Quand j'ai le choix entre suivre un cours ou aller, je sais pas moi, me reposer, faire une petite sieste et la rallonger d'une demi-heure, ben peut-être que le cours il va passer à l'as, c'est que c'est la petite sieste qui va être prioritaire. Je vous donne juste ce petit exemple parce que, ou peut-être à la place de méditer, ben tout d'un coup je préfère écouter un petit morceau de musique. Tout ça, ce sont des faits concrets et chacun peut regarder dans sa vie. Moi, je suis sur un chemin d'évolution personnelle et spirituelle, et puis j'ai 24 heures dans ma vie. Sur ces 24 heures, j'en passe 8 à dormir, et les autres, qu'est-ce que j'en fais? Quel est le temps que je passe réellement à veiller sur mon petit confort, sur mon bien-être et sur ma santé? Donc, le deuxième sens de la vie, c'est celui-là. Ensuite, il y en a un autre pour certaines personnes qui est très important et qui est aussi naturel à certaines étapes de la vie particulièrement. C'est celui d'être admiré et reconnu. Donc, chez certains, c'est extrêmement important. Et les personnes sont prêtes à faire beaucoup pour qu'on les admire et pour qu'on les reconnaisse. Alors, pourquoi est-ce qu'on est comme ça? Ben, sûrement parce qu'on a manqué. Hein. On a manqué d'amour, on a manqué de reconnaissance, on s'est senti mis à part, pas suffisamment aimé, apprécié. Et donc ce manque, ce trou-là qui est en nous, on va chercher à le combler tout le reste de notre vie. Et une façon de le combler, effectivement, c'est d'obtenir des autres, de la part des autres, de l'attention. Est-ce que ça marche? Non, puisque ce trou est un gouffre sans fond. Et être reconnu et admiré, c'est faire en sorte qu'on parle de moi. Ça va mettre en avant un de mes traits qui est la vanité. Et je ramène tout à moi. Vous savez, tout à l'heure, je vous disais, c'est moi, moi et encore moi. Je ramène tout à moi. Mais le fait de vouloir être reconnu et admiré n'est pas négatif en lui-même. Par exemple, nous qui aimons le Samadeva, nous avons besoin qu'il soit reconnu. Admiré, peut-être pas, mais apprécié sûrement. Donc, nous faisons en sorte que ce soit reconnu, apprécié pour la bonne cause. Tout dépend de pourquoi on le fait. Tout dépend de la motivation qui est derrière. Si demain vous voulez faire connaître ce qui vous passionne, il vaut mieux à un moment donné avoir cette petite préoccupation quand même, de vouloir être reconnu en tant que personne ayant fait un certain travail, étant cohérente, en étant un modèle pour les autres. C'est le fruit d'un travail sur soi. Donc vous voyez, c'est pas le sens en lui-même qui est en cause, c'est le moteur qui nous anime qui est en cause. Et c'est celui-là qu'il faut regarder.
Donc ça oblige dans des cours ultérieurs, vous aurez le temps de l'approfondir avec Enea, ça oblige à regarder les traits qui sont à l'œuvre chez nous. Et quand, par exemple, le trait de la vanité est présent, eh bien, on sait que ce sens de la vie-là, il a une grande place dans notre vie. Et il est intéressant de l'observer, de voir comment il se manifeste concrètement. Vous comprenez? Oui, c'est un sens très important. Ensuite, le quatrième sens de la vie, donc on a vu pas de sens, le bien-être, ensuite être admiré, et maintenant c'est la lutte et la victoire. Alors, certains me disent parfois, moi c'est pas du tout ça. Hein. La lutte et la victoire, c'est quoi? C'est le besoin de se confronter, le besoin de conflit. Vous savez, si vous êtes simplement un tout petit peu contrephobique, un petit peu, hein, eh bien, vous avez un petit peu de ce sens. Et pour se sentir exister, j'ai besoin de me confronter. Ceux qui jouent à des jeux, oui, mais ceux qui font les zooms avec moi sur les jeux psychologiques le savent, hein, oui, mais. D'ailleurs, j'ai besoin de me confronter. Eh bien, ce sens, il est bien présent dans ma vie. Peut-être de manière petite, peut-être pas extérieurement très voyant. C'est pas une confrontation à haut niveau comme on peut l'avoir quand on monte un syndicat, quand on fait de la politique par exemple et qu'on veut être celui qui est élu. On voit jusqu'où on est capable d'aller quand on veut être élu. La confrontation, elle peut aller jusqu'à écraser les autres. Donc, il y a sur un curseur comme ça, entre les petites confrontations du quotidien par ma contrephobie et puis les grandes confrontations dans la lutte et la victoire qui veut faire de moi un chef d'État ou un chef de parti, bon, il y a quand même une juste mesure. Mais chacun doit trouver en lui-même où est-ce que ça se trouve. Et ça se trouve. Et parfois, c'est juste aussi. Se battre pour gagner à l'intérieur de moi, pour éveiller en moi ce que j'ai de plus grand, ça vaut la peine. Ça, c'est une énergie qui vaut la peine. Et ça correspond d'ailleurs à un trait de caractère qui est une grande aide sur le chemin. Donc, me battre pour y arriver, me battre pour grandir, me battre pour évoluer. La lutte et la victoire. Moi, j'ai été autrefois une très fervente syndicaliste. On ne voyait que moi dans le quartier hein, et j'adorais déclencher des mouvements de grève un peu partout. Donc, je prenais mon haut-parleur, j'allais dans la rue. À l'époque, j'étais à Avignon. Et puis, dans la rue, avec des gens derrière moi, je criais « Ah, bas, les patrons !» Et oui, j'étais bête comme ça en ce temps-là. Et donc, ce qui me plaisait le plus, c'était que les gars se mettent en grève 15 jours, 3 semaines et que la boîte soit complètement empêchée de travailler. C'était la lutte bête, hein, on peut vraiment le dire là pour le coup. Mais c'était ce mouvement qui était en moi très fort qu'il a fallu que je déplace à un autre endroit de ma vie puisque ça existe en moi. Donc, j'ai trouvé l'endroit où ça pouvait exister sans nuire aux autres. Vous comprenez? C'est comme ça que je vous propose de l'entendre, en tout cas. Après cette série-là de moi, on va passer à une autre série du sens de la vie et qui concerne l'élargissement de notre ego. Enfin, les autres sont intégrés dans ma vie. C'est pas que moi seulement, c'est les autres qui m'intéressent. C'est l'espèce humaine même qui m'intéresse et c'est même la terre qui m'intéresse. C'est une ouverture du cœur, c'est l'amour qui s'étend aux autres, on pourrait dire. Hein. Jusqu'à présent, je l'avais surtout pour moi et maintenant, je vais aussi le tourner vers les autres. Donc, c'est un sens de la vie qui se développe normalement avec la maturité. On ne peut pas demander à un enfant de 3 ans que ce sens-là soit développé chez lui. Par contre, quand on est quelqu'un d'un peu plus mature, logiquement, ça doit se développer plus ou moins tout seul. Mais pas forcément. Pas forcément pour les mêmes raisons et pas forcément au même niveau non plus.
Et on va voir qu'il y a des excès de la même manière à ce niveau-là. Le cinquième sens de la vie, qui est un sens qui est commun à chacun d'entre nous, c'est la famille. Donc, c'est à un moment donné dans notre vie l'importance d'avoir un conjoint, quelqu'un qu'on aime, qui nous aime, hein, des enfants, et ça devient le sens principal. Il y a d'ailleurs une période de la vie où c'est le sens principal, où il vaut peut-être mieux d'ailleurs que ce soit un sens au moins très important dans notre vie. Ça correspond à une étape de notre vie. Et le problème, quand ce sens de la vie prend toute la place dans ma vie, et que les seules choses qui comptent, ce sont mes enfants, ma famille, mon conjoint et rien d'autre, en rajoutant un peu le confort quand même, hein, pour moi et pour les autres, il reste très peu de place. Si on me dit, va faire un stage si tu veux ce soir, tiens, va écouter Destance si tu veux, tu es invité gratuitement pendant 1h30. Non, 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 je peux pas parce que j'ai ma famille. Et ben, c'est pas grave, la prochaine fois, c'est telle date, tu peux venir. Non, mais là, je peux pas, parce que là, j'ai ma mère. Et puis là, t'es là. En fait, ça peut tout à fait prendre la place de tout. Il y a un mouvement en moi qui veut se développer intérieurement, et puis il y a cette famille ou toute ma vie de famille qui prend toute la place. Et je n'arrive pas à laisser de la place à autre chose, alors que maintenant, ça serait possible de le faire. Le problème, c'est que lorsque je me retrouve seule et qu'un jour mon conjoint s'en va, d'ailleurs ça arrive hein, 1 fois sur 2 maintenant, hein, ou que mes enfants s'en vont, ça arrive forcément, enfin il faut l'espérer pour eux d'ailleurs, qu'ils partent, les petits oiseaux s'envolent. Si c'est le seul sens que je donne à ma vie, qu'est-ce qui me reste? Ben, il me reste pas grand-chose. Hein. Et vous voyez des personnes qui tombent en dépression et qui retombe dans pas de sens. Ma vie n'a plus aucun sens parce que mes enfants n'ont plus besoin de moi, parce que je suis seule, parce que j'ai plus personne. Il n'y a rien d'autre qui peut trouver une place. Donc là encore, c'est pas une question de bien ou de mal, c'est pas une question de valeur, c'est simplement une question de quantité d'énergie mise dans ce sens-là. Est-ce qu'il me laisse une place pour autre chose qui est en l'occurrence là le développement en moi de ce qu'il y a de plus grand. Donc vous pouvez faire un point là-dessus dans votre vie en sachant que si vous avez 30 ans et que vous avez des petits de 3-4 ans, ça prend forcément et normalement plus de place que s'ils ont 25 et 35 ans. Hein. Normalement. Hein. Si ce n'est pas le cas, alors il y a peut-être quelques questions peut-être à se poser. Un petit travail de développement personnel avant le développement spirituel pourrait peut-être s'imposer. Mais je dis ça, je dis rien, comme on dit. Hein. On va passer au sens de la vie qui s'appelle, qui est le 6e et qui est l'humanité. Alors, dans ce sens-là, l'intérêt il est pour les autres, mais vraiment pour les autres. On se rend compte tout d'un coup que, même si on le savait intellectuellement, mais que quelque part sur la Terre, il y a des gens qui manquent vraiment de tout. Hein. Ils manquent de tout. Il y a des gens qui ont faim, il y a des gens qui ont froid, il y a des gens qui ont soif, il y en a qui meurent. Je les ai vus jusqu'à présent à la télévision. J'ai vu des reportages. J'ai un peu pleuré en les regardant. Beaucoup même parfois pleuré. Et j'ai lu plein de livres, j'ai regardé plein d'émissions. Ça m'intéresse beaucoup. Mais je n'ai pas encore ouvert mon placard pour aller sortir du placard un peu un vêtement que je ne mets pas depuis très longtemps. Ça ne m'est pas venu non plus à l'idée de signer 20 € de chèque pour l'envoyer quelque part. Tout d'un coup, là, ça me paraît évident. Je me sens concernée par la malheur du monde. Je me sens concernée parce que vivent les autres ailleurs dans le monde. Et j'ai envie de faire quelque chose. J'ai envie de faire quelque chose pour eux. Alors, certains le font petitement, mais c'est un mouvement qui existe dans la personne.
Et il y a plein de façons de faire, hein. Donc, ça peut être en envoyant de l'argent, ça peut être en donnant quelque chose, ça peut être en allant dans une association, distribuer des repas, par exemple. Ça peut être aussi en fabriquant des masques. Dans mon village, là, les petites grand-mères, elles ont fait ça, là, cette fois-ci. Elles sont regroupées une fois par semaine. Elles ont fait des masques pour tout le monde. Super rigolo, d'ailleurs, les masques. Et donc, ça peut être ça, ça peut être tellement d'autres choses. Mais ça peut être aussi un engagement très fort dans le monde de l'humanitaire. Et certaines personnes sont très engagées. Il y a avec Idriss Lahore, dans notre groupe, une association qui s'est créée, qui s'appelle Destin de femmes et avenir d'enfants, et qui vit grâce à différentes actions qui sont mises en œuvre par quelques-uns parmi nous, qui vont vendre sur certains petits marchés des vêtements anciens ou de vieux objets, ou qui collectent différentes choses auprès des uns et des autres. Et cet argent recueilli permet à un village de 500 personnes de vivre, à des enfants d'aller à l'école, à un petit hôpital, d'exister. Donc, c'est un moyen, par exemple, de donner un peu de son énergie dans ce sens-là, qui est un sens d'aide à l'humanité en souffrance. Pareil, ma proposition, c'est de regarder dans votre vie la place que ça a. Est-ce que c'est 5 minutes tous les 6 mois? Est-ce que c'est, voilà, concrètement, dans les 24 heures de ma vie, en enlevant les 8 heures de sommeil, qu'est-ce qui reste pour ce mouvement d'aide vers l'humanité tout entière, sous une forme ou sous une autre? Il peut y avoir plein de formes. Il y en a même qui envoient de très jolis textes sur informatique et qui peuvent avoir un peu cette fonction. C'est bon, vous voyez un peu à quoi ça ressemble, ce sens-là? Ensuite, il y a le 7e sens de la vie, qui fait toujours partie de moi et les autres, l'élargissement de l'ego vers les autres, comme ça. Ça concerne la terre et le respect de la terre. Donc non seulement j'ai mon cœur qui s'est ouvert pour les autres sur cette terre, avec la mondialisation, normalement, c'est très facilité quand même, hein, mais j'ai aussi tout d'un coup une prise de conscience de l'état de la terre. Donc aujourd'hui, celui qui n'en prend pas conscience, c'est vraiment qu'il ne le veut pas. Hein. Cette terre qui est exploitée, je dis stop. Et je mets en place dans ma vie des actions concrètes pour participer à sauver la terre, à faire en sorte de la préserver, de l'aider. Et puis, je m'aperçois aussi qu'il n'y a pas que la terre, il y a les animaux, la façon dont ils sont traités, les animaux, y compris ceux que j'ai dans mon assiette, ceux que je mange tous les jours, ceux de la mer, ceux de la terre. Comment ils sont traités? Comment on les nourrit? Comment on les tue? Et puis ça va jusqu'à les manger aussi. Donc c'est aussi toute une série de prises de conscience qui, chez certaines personnes, sont très radicales et déclenchent des réactions immédiates et très très dures, on pourrait dire, des changements de vie, des changements d'alimentation, des changements de comportement, le tri des déchets, toutes ces choses. Et puis pour certains, c'est très progressif, avec beaucoup de justifications pour ne pas faire certaines choses. Donc c'est aussi un état des lieux que chacun peut faire. Moi qui suis dans un mouvement de développement spirituel, où est-ce que j'en suis avec ça? Jusqu'où je vais avec cette conscience-là? Et bien sûr, c'est
une prise de conscience aussi extrêmement importante de l'interdépendance de tout ce qui existe. Et je sais que ce que je fais a une conséquence sur tous les autres. Et pour peu que j'ai fait en plus de la systémie, des constellations familiales et systémiques, je sais que même mon état intérieur, négatif ou positif, a une conséquence sur tous les autres et très très loin au-delà de l'espace et du temps. Pour certains, c'est long à avoir cette prise de conscience et on ne peut pas forcer une personne à l'avoir. On peut être un modèle pour cette personne, on peut apporter des informations, mais on ne peut pas forcer quelqu'un à l'avoir. Est-ce que c'est bon pour ces sens de la vie-là? Voilà. Donc, là, de la même façon, c'est vraiment un petit état des lieux. Et l'état des lieux, c'est combien de temps réellement ça me demande dans ma vie, ces actions concrètes pour sauver la Terre. Ensuite, après, nous avons le 8e sens, et avec le 8e sens, nous allons entrer dans autre chose. Nous allons nous mettre au service des valeurs supérieures qui nous permettent de nous dépasser complètement à travers la beauté, la bonté et la vérité. Donc là, on grandit un peu, on s'élève en soi. Et là, on va, avec le 8e sens, chercher à comprendre. On va chercher à savoir, à avoir des connaissances. Donc, on est très intéressé par toutes les choses qui nous passionnent, tout ce dont on vient de parler jusqu'avant. On lit, on approfondit, on veut savoir, on veut connaître tout de manière de plus en plus approfondie et détaillée. Et on passe tout notre temps à ça. Et il y a des gens qui passent leur journée à lire, leur journée à regarder, à écouter les infos, leur journée à regarder des vidéos pour approfondir. Combien de temps je passe à ça? Et c'est indispensable sur un chemin de développement spirituel. Mais on peut aussi devenir un âne chargé de livres et tout savoir, mais ne rien faire pour notre vie intérieure. Donc, la question, c'est ça. C'est combien de temps j'y passe et pourquoi je le fais? Est-ce que pour autant, ça me rend meilleur? Qu'est-ce que je fais des connaissances que j'ai? On peut très vite se déconnecter de la vie réelle en même temps. Donc, je vous laisse mettre votre petite note ou votre pourcentage, effectivement, sur ce temps-là. Là, par exemple, aujourd'hui, ça en fait partie, ce que vous êtes en train de faire avec moi. Hein. Vous allez passer 2 heures, vous pouvez mettre dans votre camembert du temps à faire ça. 9e sens de la vie, c'est l'art et la beauté. Pour certains, c'est très, très important. Donc, quand ce sens de la vie est très développé chez quelqu'un, il y a une recherche très importante du beau et de l'harmonie, de l'équilibre, de la beauté, partout. La beauté extérieure, les impressions, la beauté dans les mots, la beauté dans les relations, la beauté sous toutes ses formes. Il y a des personnes qui sont prioritairement dans cette énergie-là. On peut très bien comprendre le côté positif de ça, évidemment. Hein. C'est même indispensable quand on est sur un chemin de développement personnel ou spirituel. Mais si ça devient l'unique préoccupation de ma vie, ça peut être un petit peu embêtant parce que ça vient exclure d'autres aspects qui ont aussi de l'importance. Donc, faites un peu le bilan de quel temps vous passez. Ça passe par le ménage. Hein. Le ménage, ça rejoint aussi un peu le confort et la santé. Mais si vous faites le ménage 5 heures par jour pour que votre maison soit belle, peut-être que là, il y a un petit excès de ce côté-là. Le 10e sens,
on verra le dernier après, c'est la religion. Chez certains, la religion, c'est un aspect essentiel de leur vie. L'important dans ces cas-là, c'est de consacrer du temps à la prière ou aux pratiques qui sont à l'œuvre dans la religion que je suis. Un approfondissement aussi de cette religion. Ça a été très longtemps le cas pour beaucoup, ça l'est de moins en moins aujourd'hui, puisque la religion est souvent décevante, en tout cas semble ne pas apporter aux personnes qui suivent une religion ou une autre, n'importe laquelle d'ailleurs, ce qu'elles attendent à travers cette religion. Et là, c'est de la même façon, vous pouvez regarder aujourd'hui dans votre vie la place que peut avoir la religion dans laquelle vous avez été baptisé, quelle qu'elle soit. Hein. Quel temps vous y consacrez aujourd'hui? Pour certains, c'est plus grand-chose. Pour d'autres, c'est le jour du mariage d'un collègue de travail, aux enterrements, au baptême, quand ça existe encore. Voilà. Peut-être une prière ou l'autre de temps en temps. Donc, à chacun de faire son bilan. Voilà les sens de la vie dont je voulais vous parler. Il en reste un autre qu'on verra tout à l'heure. Donc, je vous les répète. Le premier, c'est pas de sens du tout. Le deuxième, c'est le bien-être et le confort. Le troisième, la reconnaissance. La lutte, le conflit, le quatrième. La famille. Ensuite, nous avons l'humanitaire. L'écologie ensuite. La science, la connaissance. L'art, la beauté et la religion. Voilà. C'est bon? Alors, je vais vous faire une proposition là maintenant. Je vais vous envoyer par groupe de 4 dans une petite salle. Et par groupe de 4, vous allez pouvoir échanger un peu sur ce que vous venez d'entendre et là où vous en êtes chacun par rapport à ces sens. Et ma proposition, comme vous allez y rester une dizaine de minutes, c'est que vous partagiez le temps de parole et que vous écoutiez simplement ce que chacun a à dire en laissant à chacun autant de temps pour parler qu'aux autres. Il n'y a pas à répondre, il n'y a pas à poser de questions, il y a juste à écouter et à le faire tranquillement dans un état de présence, voilà, et de conscience. Et ensuite, je vous ramènerai là avec moi et vous pourrez donner quelques exemples peut-être ou poser l'une ou l'autre question pour ceux qui en auront besoin. C'est d'accord? On peut faire ça? Voilà. Donc, apprêtez-vous à aller dans les salles. Quand vous allez arriver dans la salle, il y a un petit bouton sur lequel il faudra que vous appuyiez pour rejoindre. Si vous n'appuyez pas sur le bouton, vous ne pourrez pas nous rejoindre. OK.